La coordination des précollecteurs des ordures ménagères de la commune du Golfe 5 était en conférence de presse ce mardi 19 juillet à Lomé afin de se prononcer sur un sujet qui sonne comme une épine dans son pied. En effet, il s'agit de la sortie du maire de la commune du Golfe 5 Kossia-Boka dans l'émission Club de la presse de Canal FM du lundi 18 juillet où le maire a annoncé avoir attribué le marché de la précollecte des ordures ménagères dans la commune à une seule entreprise, une démarche que fustige ici la coordination. Nous sommes fait enregistrer auprès de la mairie et il y a eu plusieurs réunions où nous avons été convoqués. Pour le cas de cette situation, nous n'avons pas été informés. Nous avons été pris à l'improviste par cette annonce à la radio, comme quoi cette activité a été confiée à une seule entreprise. Un appel d'offres était lancé entre-temps et il a été annulé. Maintenant, nous trouvons qu'une des entreprises qui avait soumissionné à cet appel d'offres est celle-là qui opère, à qui nous pensons que le travail a été confié. On ne sait pas sur quelle base on a confié ce travail à cette entreprise. Elles sont près de 75 entreprises chargées de précollecter les ordures ménagères dans la commune du Golfe 5. S'il s'avérait que l'activité leur est arrachée, l'on imagine les conséquences qui en découleraient. Nous avons des employés, nous avons des crédits dans les institutions financières que nous remboursons. Et nous arracher comme ça ce travail va créer vraiment une insécurité sociale qui ne dit pas son nom. Dans d'autres communes, nous collaborons avec déjà les mairies où on a départagé les communes en zones et on affecte à chaque précollecteur une zone. À cet effet, il y a un suivi et on contrôle. Au fur et à mesure, il y a des tests aussi, un contrat qui nous lie à ces mairies-là. Et si quelqu'un ne respecte pas les tests du contrat, après on peut l'appeler. Suite aux avertissements, on peut déchoir le contrat de quelqu'un. Par cette rencontre avec la presse, la coordination des précollecteurs des ordures ménagères de la commune du Golfe 5 entend non seulement alerter l'opinion, mais également appeler les autorités du pays, surtout celles en charge du secteur, à intervenir afin de sauver le petit pain de ces milliers de citoyens. Nous appelons les autorités compétentes à intervenir, la RMP et le gouvernement à se servir de notre situation parce que c'est des milliers de personnes qui seront privées de leur pain quotidien. La coordination des précollecteurs des ordures ménagères de la commune du Golfe 5, qui est un démembrement local de la coordination nationale, se dit disposée pour poursuivre les discussions avec les responsables de la commune du Golfe 5. Vivement qu'un terrain d'entente soit trouvé pour la préservation et la consolidation de la quiétude sociale, gage du développement inclusif. Elle joue un rôle essentiel dans le processus éducatif d'une personne et constitue a priori l'une des bases de la construction des identités individuelles. Il s'agit de la langue maternelle, encore appelée langue locale. Chez l'enfant, c'est elle qui garantit le décollage intellectuel dès le bas âge en lui apportant l'élément fondamental d'équilibre, lui permettant de verbaliser sa pensée et de s'intégrer harmonieusement dans le monde qui l'environne. Au Togo, l'on compterait une quarantaine de langues locales, dont l'Evé et le Kabyé, qui, elles, sont reconnues comme des langues nationales. Que ce soit ici au Togo comme ailleurs dans d'autres pays, les langues locales jouent un rôle important dans le développement des communautés. Les langues locales, c'est la marque de l'identité culturelle en réalité. Nous sommes en Afrique, et donc chaque peuple avec son patois. Et ces langues-là permettent de faire asseoir nos identités culturelles, nos traditions, nos mœurs, nos us et coutumes, etc. Qui parle de patois, qui parle de culture, qui parle de civilisation, parle de la langue. Alors, nous constatons que les langues meurent à petits coups et donc ce sont les traditions, la culture qui meurt comme ça. Alors, nous avons pris la chose de sérieux. Et nous voulons vraiment faire croire à tout le monde, à la population, à tout individu, que pour garder son identité culturelle, il faut vraiment maîtriser sa langue locale, sa langue maternelle.
Et donc maîtriser la langue maternelle, c'est pérenniser la culture, c'est pérenniser sa culture, c'est pérenniser sa civilisation, ses coutumes et autres. Malheureusement, fort est de constater que ces langues locales de nos jours sont en train de perdre de la valeur face aux langues étrangères telles que le français, l'anglais et bien d'autres qui servent de langue nationale dans plusieurs de nos pays africains. Une situation déplorable face à laquelle certains promoteurs de langues locales ne restent pas indifférents. Et pour revaloriser ces langues, ils mettent en place certaines initiatives. Nous avions mis en place une structure de formation et nous essayons d'enseigner ces différentes langues-là aux apprenants, à ceux qui sont désireux et qui cherchent à garder toujours la culture. La formation n'est pas aussi ce que nous voyons à l'école. Nous avons retenu les samedis et la journée de samedi est consacrée pour ces langues-là. On commence à 15h. Et on finit à 20h ou 21h. Réintégrer l'apprentissage des langues locales au sein des programmes scolaires, c'est l'un des combats actuels de ces didacticiens et linguistes. Pour ce faire, ils en appellent à la responsabilité tant des parents que des autorités éducatives du pays. S'il faut donner un conseil à la population, je les exhorterai à accepter, maîtriser leur langue maternelle. Ce qui lui permettra de garder l'identité culturelle, de garder sa culture, de garder ses traditions là où il est né. Je lancerai un appel vraiment à nos autorités de promouvoir les langues locales comme nous le pensons ici. Je souhaiterais que ces langues locales, nous sommes au Togo, Ewe, Kotokoli, Kabyé, Moba, Kosso, soient des langues qu'on puisse intégrer dans nos programmes scolaires, qui obligerait les élèves à prendre la chose au sérieux et pour pouvoir les maîtriser. Cela nous permettra de garder nos coutumes et autres. Il revient donc à tout un chacun de jouer sa partition afin de contribuer d'une manière ou d'une autre à une meilleure promotion de ces langues qui représentent nos identités d'origine. Réfléchir ensemble afin de mettre en place des politiques adéquates en vue d'un enseignement de qualité mettant en relief les langues nationales comme langue première d'enseignement dans le système éducatif en Afrique. C'est l'objectif visé par le programme École et langue nationale en Afrique, ELAN. La langue nationale, elle est là, elle est faite pour qu'on apprend mieux, on communique mieux et surtout d'être fier de sa culture. C'est une culture que nous portons avec nos langues. C'est un contexte que nous menons. Pourquoi on le laisse à côté pour apprendre autre chose? On va apprendre le français, on va apprendre l'anglais, on va apprendre toutes les langues après. Mais on va surtout, pour les premiers apprentissages, pour améliorer la qualité, doivent se faire dans nos langues nationales. Et c'est un acquis qu'il ne faut pas les laisser à côté. Et il faut juste être fier de ce que nous portons et d'introduire ça fièrement et travailler avec. Et dire que nos langues nationales, ce sont des langues qu'on peut communiquer avec. Ce sont des langues qui nous permettent d'apprendre. Ce sont des langues qui nous permettent d'écrire. Ce sont les langues qui nous permettent de calculer. On a des retards, mais le retard peut être très rapidement rattrapé. On a le programme ELAN, on a les résultats des évaluations. Il faut juste y croire et travailler avec. Relevant l'importance pour les écoles africaines de se tourner vers ce programme ELAN, le ministre délégué auprès du ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat salue les actions du gouvernement togolais en faveur de la transformation de l'éducation par l'apprentissage des langues locales. Dans un monde gouverné par les connaissances scientifiques et les savoir-faire techniques et technologiques, nos systèmes éducatifs ont l'obligation de former des citoyens élevés à la hauteur de nos ambitions de développement. Dès lors, l'enjeu majeur est de mettre en œuvre des politiques qui, adaptées à nos contextes socio-économiques et culturels, en vue de promouvoir une éducation de qualité nécessaire à l'avènement d'une école africaine de progrès. Nous sommes persuadés que l'utilisation de nos langues nationales comme langue première d'enseignement et leur aménagement aux côtés du français comme langue seconde est une alternative crédible pour faciliter les autres apprentissages et améliorer les performances des élèves.
Depuis 6 ans, le Togo bénéficie de divers accompagnements en termes de renforcement de capacité des acteurs, d'élaboration des documents d'orientation, de production d'outils didactiques et pédagogiques pour les différents acteurs afin de réussir l'enseignement plurilingue au primaire. Le bilan de santé, un moyen d'examiner et de détecter d'éventuelles pathologies. C'est un conseil important des médecins afin de permettre aux populations de connaître leur état de santé. Au moment où les maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, le diabète deviennent récurrents, le meilleur moyen de les repérer plus tôt et pouvoir les gérer reste le dépistage précoce qui passe par le bilan de santé. Cette pratique médicale a de nombreux avantages. C'est pour détecter le foie, le rein, faire le bilan sanguin, la NFS, faire la parasitologie, faire l'examen des prostates pour voir si la prostate est malade ou pas. Si vous avez le diabète et que vous ne savez pas que vous avez le diabète, vous allez mourir du diabète. Alors que si vous savez que vous avez le diabète, il y a les médecins qui sont là pour vous accompagner, pour vous donner les règles diététiques pour que vous ne soyez pas victime de cette maladie qui est le diabète par exemple. Ce que nous nous conseillons, c'est de chaque 6 mois, il faut faire un bilan de santé, ou du moins chaque année, il faut faire son bilan de santé. Au moins une fois par année, c'est déjà bon, pour voir si vous souffrez de quelque chose ou pas. C'est un ensemble d'examens médicaux qui s'effectuent sur plusieurs pathologies quand on parle du bilan de santé ou examen de prévention en santé. Ceci permet aux spécialistes de suivre avec attention la phase de traitement d'une éventuelle maladie ou d'accompagner les patients pour une vie sanitaire appropriée. Quand ils viennent, nous leur conseillons de bien manger parce que vous savez, c'est ce que vous introduisez dans votre organisme, c'est ça qui vous cause les maladies. Quand ils viennent prendre les résultats, les médecins les prennent et leur donnent davantage de conseils. Voilà. Même si vous faites le bilan et on voit que vous êtes bien, c'est aussi bien. Vous avez fait le bilan quand même. Et vous avez profité, le médecin va profiter pour vous donner davantage de conseils. Parce que si on trouve que votre foie est bien, c'est parce que vous faisiez des bonnes pratiques. Vous ne faisiez pas excès de l'alcool. Vous ne prenez pas des médicaments de la rue. Vous ne prenez pas des tisanes en désordre. Donc les médecins sont là pour vous donner davantage de conseils pour que vous puissiez continuer à protéger ces appareils essentiels pour l'organisme. Les gens ne comprennent pas l'importance de faire le bilan de santé. Voilà, c'est ça que nous voulons inculquer d'ailleurs à la population pour que les gens ne se lèvent pas un jour et puis tu es détruit par le diabète, et tu es détruit par ton hypertension alors qu'on peut te suivre et que tu peux vivre avec ta maladie. Le bilan de santé permet de pouvoir vivre en bonne santé, mais pour des raisons financières ou d'ignorance, la plupart des citoyens ne s'y intéressent pas, ce qui nécessite une sensibilisation et un rappel sur l'importance de cette pratique médicale. Si on me donne rendez-vous, je viens à cause de la santé de moi-même et de l'enfant. Pour que l'enfant soit en bonne santé et que moi aussi je sois en bonne santé. C'est une bonne chose de se faire suivre. Adjo Messon est une femme enceinte. Elle est ici pour le suivi médical. Dans le domaine de la médecine, le suivi se définit comme l'ensemble des visites préventives et périodiques effectuées chez un médecin. Cette pratique médicale permet, selon les spécialistes de santé, d'éviter d'éventuelles maladies chez certains et pour d'autres, suivre avec précaution leur traitement. Le suivi médical concerne aussi bien les enfants que les adultes, les femmes enceintes, les travailleurs de certaines entreprises et les enfants, par exemple, sont des personnes bien portantes, mais pour qui le suivi médical est important. Quand on n'est pas malade, il s'agit éventuellement du suivi pédiatrique. Il s'agit là de voir l'enfant déjà dès la naissance jusqu'à son adolescence, dans le but d'abord de s'assurer qu'il n'y a pas des maladies congénitales chez cet enfant-là, dans le but également de surveiller sa croissance, surveiller son développement affectif, surveiller son développement psychomoteur et aussi la vaccination, s'assurer que l'enfant a pu faire toutes ces vaccinations parce que ces vaccinations-là permettent d'éviter
la plupart de certaines maladies. Dans le suivi de la femme enceinte, de la conception jusqu'à l'accouchement, il s'agit de s'assurer que la femme bénéficie de certains médicaments indispensables. C'est aussi l'occasion de s'assurer que la femme est dans de bonnes conditions, que le bébé se développe bien et qu'elle peut accoucher dans le centre où elle fait ses CPN. Grâce au suivi chez la femme enceinte, on arrive à détecter la présence de certains signes d'urgence qui nécessitent par exemple une référence vers un centre plus adapté pour l'accouchement. Ceci dans le but de réduire la mortalité et la morbidité chez les femmes enceintes. Si on prend le cas de la cimenterie, si on prend le cas des industries à plastique, souvent dans ces entreprises-là, les métaux auxquels les salariés sont en contact, ces métaux-là sont connus pour, à long cours, par exemple, être cancérigènes. Donc le but de suivi dans ces cas, c'est de s'assurer que le salarié n'ait pas eu à développer ces maladies-là et s'il arrivait un cas, qu'il soit vraiment indemnisé par la société. Le suivi des malades concerne quant à lui les personnes atteintes d'une affection aiguë ou chronique. Après l'utilisation des médicaments, le médecin donne un rendez-vous au malade. Ça aussi, c'est le suivi dans une maladie aiguë. Donc ce rendez-vous, ça permet de s'assurer que le malade, après avoir pris les produits, est véritablement guéri, qu'il n'ait pas eu à développer d'autres signes ou d'autres symptômes en rapport avec les médicaments qui ont été prescrits. Les maladies chroniques, ce sont les affections qui durent dans l'organisme au-delà de 6 mois. Et selon l'affection, la périodicité du suivi est établie. Donc si on prend le cas de l'adulte, on a les maladies chroniques telles que l'hypertension artérielle, telles que le diabète, telles que les affections rhumatismales. Donc dans ces cas de mesure, le but du suivi, c'est d'abord de s'assurer que le malade observe bien son traitement, de s'assurer aussi que le traitement qui est mis en place est toujours efficace, de s'assurer qu'il n'y a pas apparition d'une complication quelconque. Le suivi médical est donc d'une importance capitale. La négligence ou le mauvais suivi peut avoir des répercussions graves sur la santé. Un suivi qui est mal fait chez ces patients-là, on peut avoir l'apparition des complications de ces pathologies-là qu'on voulait éviter. Lorsque le suivi, par exemple, chez l'enfant aussi n'est pas fait de manière régulière, il peut apparaître à l'instar d'un développement psychomoteur qui ne se fait pas très tôt. On peut avoir ce type de complications-là et c'est des retards qui vont se répercuter sur la vie sociale de l'enfant. Pour une bonne santé, il est conseillé de débuter tôt le suivi médical et le faire régulièrement.